Ok, donc bienvenue à tous et à toutes, surtout aux petits loups qui nous ont rejoints, pour venir voir un peu ce qui se passe au niveau de l'eau. Donc vous le savez, c'est le printemps des sciences aujourd'hui, et donc on va vous proposer quelques petites expériences qui tournent toutes autour de l'eau, et on va voir si l'eau finalement qui nous entoure tous les jours, vous la touchez, hein, vous vous lavez dedans. Oula, oui. Et donc on va voir si finalement l'eau, c'est une substance qui est si simple que ça. D'accord, puisqu'on en a partout. Non, tu dis non, c'est pas si simple que ça. Non, non. Bon, on va voir un petit peu avec la chimie de ce qui se passe dedans. Ok, tous ensemble pendant à peu près une demi-heure. On va essayer de garder le tempo. On verra si tout se passe bien. Et donc l'eau qui nous entoure, une substance si banale, et pourtant, est-ce que c'est si simple? Alors, la première question qu'on doit se poser, peut-être, en tant que chimiste, en tout cas, c'est quoi l'eau? Vous savez ce que c'est que l'eau? Oui, c'est quoi l'eau? Oui, dis-moi. C'est un liquide fait avec plein de trucs dedans. Bah oui. Et les trucs dedans, c'est ce qu'on appelle des atomes. Alors l'eau, c'est quoi? On connaît tous la formule, en tout cas les grands la connaissent, hein, H2O, on s'en souvient des cours, bien sûr. H2O, on a un oxygène, deux hydrogènes, okay, et c'est parmi les éléments les plus légers de l'univers. Okay, le H, c'est le plus léger de l'univers. Il y en a plein partout dans l'espace. Okay, mais de l'eau, on verra, de l'eau, il y en a partout, mais pas forcément en grande quantité. Okay. Par contre, sur Terre, on sait bien, il y a de l'eau à peu près partout. Et donc, pour vous montrer que l'eau, c'est bien H2O, l'idée, c'est qu'on va essayer de casser un petit peu les liens qu'il y a entre l'oxygène et l'hydrogène, d'accord? Donc, vous voyez, il a des petits bras là, hein. L'oxygène, il prend deux hydrogènes avec lui. On va essayer de faire lâcher les mains pour voir si on arrive à retrouver effectivement deux fois l'hydrogène pour une fois l'oxygène. Alors, pour faire ça, on a besoin de courant électrique. Donc, Jérôme, ce qu'il va faire là, dans un électrolyseur, d'accord? Donc, on a mis de l'eau dedans depuis déjà un petit temps. On applique une différence de potentiel, et qu'est-ce qu'on va faire? Avec l'électricité, on va casser les liens entre l'oxygène et l'hydrogène. Ça va? Et donc, si vous regardez ceux qui sont juste en face, qu'est-ce que l'on voit? On voit, et ceux qui sont un peu moins loin, vous pourrez venir voir tout à l'heure, de toute façon, on va le laisser aller tout le temps, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aux électrodes, on a des bulles de gaz, donc effectivement, on va produire deux gaz, en l'occurrence le dihydrogène et le dioxygène, donc l'oxygène qu'on respire, qui nous permet de vivre, et l'hydrogène, qui est plein d'énergie, on le verra tout à l'heure pour finir un petit peu cette conférence. Et ce qu'on voit, c'est que d'un côté, on a un volume qui est deux fois plus petit que de l'autre. D'accord? Donc ça, c'est la loi des gaz, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui se passe, c'est que l'oxygène va occuper un volume qui est deux fois moins grand que celui que va occuper l'hydrogène, parce qu'on a deux fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Ça va? Donc ceux qui sont en face, vous voyez bien la différence là entre les deux? Oups là, il y a ton PC qui s'est mis en veille ou... donc on voit bien, on a un volume, donc l'oxygène prend cette place-ci pour l'instant, et l'hydrogène, elle le prend deux fois. On a bien du H2O. Ça va? On y reviendra tout à l'heure, on va le laisser aller pendant... On va peut-être réduire un petit peu le voltage. Ça va? On y reviendra tout à l'heure pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec de l'hydrogène, notamment. Okay, mais ça, ce sera à la fin. Donc, l'eau, c'est H2O. Alors, j'ai dit, l'hydrogène, c'est ce qu'il y a de plus léger dans l'univers. L'oxygène, il est un peu plus lourd, mais enfin, ça reste quand même dans les atomes très légers. Donc, l'eau, c'est déjà particulier parce que c'est une molécule qui est relativement légère par rapport à toutes les molécules qui nous entourent. Quand on pense au plastique et des choses comme ça, évidemment, ça, c'est des grosses molécules qui sont beaucoup, beaucoup plus lourdes que l'eau. Et alors, particularité des choses, c'est que l'hydrogène, lui, il est très content de donner ses électrons aux autres. Il veut bien partager ses électrons aux autres, comme vous partagez peut-être vos Lego ou vos poupées. Hein, okay. Et l'oxygène, lui, par contre, il aime bien de les attraper, les électrons. Okay. Donc on dit que l'hydrogène est électropositif, il lance ses charges, et l'oxygène est plus électronégatif. Il aime bien d'avoir des charges négatives, des électrons. Ça va? Okay. Et donc ça veut dire que, finalement, la molécule d'eau, elle est polaire. Elle est polaire, ça veut dire qu'il y a une partie plus, une partie moins. Ça va? Donc, ça veut dire qu'elle est en partie
porteuses de charge, et les charges, on peut les faire bouger avec de l'électricité. Ça, c'est un peu compliqué pour les tout petits bouts, mais les grands s'en souviennent. On peut faire bouger les charges avec de l'électricité. Bonjour, bienvenue. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander déjà un volontaire. Qui voudrait deux volontaires? Allez, 2 volontaires. Tu veux venir? Allez, viens, puisque tu viens d'arriver avant de t'installer. Et oui, allez, viens cette fois-ci et on prendra un deuxième. On va essayer. Alors, bien sûr, pour faire des expériences, il faut s'équiper. Donc, on a des tabliers et des lunettes qui sont appropriés pour éviter tout accident. OK. Alors, ce qu'on va faire, peut-être pour que tout le monde voit bien, que ce soit facile pour vous, c'est qu'on va le faire ici. Jérôme, ça va ça? Oui? OK. Je vais juste enlever ceci, on prendra ça tout à l'heure, c'est pas bien grave. On va laisser le trombone là, on en aura besoin dans quelques minutes. Je vais le mettre là. Ça va? Ça te va bien? Tu veux faire chimiste? Oui, c'est bien. C'est très bien. Tu as chargé? OK. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que, comme je l'ai dit, il y a des charges dans les molécules d'eau. Et les molécules d'eau, on peut les faire bouger en faisant aller les charges. Alors, je vais laisser Jérôme travailler avec vous, et je vais faire une autre expérience, complètement improvisée celle-là, mais pour montrer au petit loup qu'effectivement, les charges, ça fait bouger les objets. Alors voilà, ce qui va se passer, c'est qu'on va charger une baguette, en plastique, qui est capable de concentrer des charges à la surface. Il ne faut pas un conducteur. Alors on a tous fait ça. Je peux utiliser tes cheveux? Non? Mais je te les rends. Hein. Je peux juste frotter ta tête avec mon ballon? D'accord. Regardez ça. Je frotte les cheveux s'électrisent, et donc on peut évidemment arriver à les faire bouger, simplement parce que les cheveux ne sont pas très conducteurs, et donc je transfère une partie des charges que j'ai créées par frottement avec un tissu approprié, bien sûr, sur un polymère isolant. Donc on crée des charges, et je les transfère dans tes cheveux qui se mettent à bouger. D'ailleurs, ça fait guili, hein, oui. Ça fait guili. Oui, ça marche. Donc voilà, l'expérience qu'on fait tous avec un ballon, alors si vous avez des grands frères un peu taquins, ils ont peut-être essayé de coller un ballon au plafond, par exemple, ça c'est juste dû à la force électrostatique, hein, d'accord? Donc ça marche. Alors ici, on va faire un petit filet d'eau, et puis vous devez aller proche du filet d'eau, mais sans le toucher. Il a touché. Alors on va essayer avec l'autre baguette. C'est pas grave, je vais la réactiver. Prends l'autre peut-être, elle marche bien l'autre. Hop. Celle-ci, elle est creuse. Elle marche mieux parce qu'elle est creuse, mais ça, c'est un autre problème. C'est de la physique, ça. Hein. Tiens, tu peux prendre là. Ah, elle est repoussée, oui. Attends, si tu veux... Ah non, Jérôme a pris toute l'eau. C'est pas grave. Non, c'était pour faire... Essayer avec l'autre baguette, peut-être. Donc, il faut aller tout près, sans la toucher. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Voilà. Voilà, là, on voit bien que l'eau, le filet d'eau est bien attiré, OK? Bravo! OK, super. Donc, on voit qu'effectivement, un filet d'eau, donc les molécules d'eau, pour lesquelles on n'a rien fait, eh bien, sont attirées par la baguette sur laquelle on a mis des charges, en fait, simplement en faisant du frottement. Donc, on voit bien qu'on peut faire bouger les molécules d'eau à partir de l'électricité, d'accord? Donc c'est un moyen de le voir, et vous pouvez faire ça chez vous très facilement, il suffit d'une paille et d'un filet d'eau au robinet. Alors, est-ce que je peux... Voilà. Alors, c'est quand même magnifique cette histoire de charge là dans l'eau, parce que c'est ce qui permet à l'eau d'interagir avec elle-même. Et donc l'eau liquide, vous avez tous déjà vu ça, j'imagine, quand on remplit un verre d'eau, peut-être que ton pull ne charge pas assez, il faut prendre la chemise alors. Donc quand on remplit un verre d'eau au ras-bord,
eh bien, on peut arriver à mettre encore quelques gouttes et voir que l'eau, elle va se bomber, elle va former un ménisque. Oui, ça ne marche pas avec tous les liquides, ça. Si on prend de l'huile, ça ne marche pas. Si on prend un alcool fort, ça ne marche pas non plus. Okay, eh bien, pourquoi est-ce qu'on a cette propriété-là de formation d'un ménisque? C'est parce que les molécules d'eau entre elles vont interagir par ce qu'on appelle des ponts hydrogènes, et elles interagissent assez fort. Donc, vous voyez qu'en fait, l'oxygène, là, au-dessus, il va avoir tendance à attirer un peu l'hydrogène de la molécule qui est en dessous, et l'oxygène de cette molécule qui est en dessous va avoir tendance à attirer les hydrogènes des autres molécules. Ça forme un espèce de réseau. Okay, ça colle un peu. Alors, vous le savez, ça colle, et on l'a déjà vu. Qui a déjà vu des gérisses comme ça, les petites araignées d'eau, là, qui permettent de... qui sont... Pardon? Vous n'avez pas dans votre étang. Ben voilà, on les voit, hein, elles gambadent. C'est la bonne période en plus pour les observer. Elles commencent à sortir. Et donc, elles sont capables de se déplacer sur l'eau. Et vous avez déjà vu, si vous regardez, au bord des pattes, on voit que l'eau est un petit peu déformée, mais comme si elle marchait sur un petit film d'eau. Okay, vous pouvez essayer, ça n'ira pas. Hein, vous avez déjà vu peut-être sur les feuilles d'un nénuphar également, on a des petites gouttelettes d'eau qui se forment, d'accord? Eh bien, tout ça, c'est grâce à ce qu'on appelle la tension superficielle. Alors, la tension superficielle, c'est quoi? Ben, c'est le fait que les molécules d'eau s'attirent et elles ont tendance à rester entre elles et donc à former une espèce de barrière entre l'eau et quelque chose qui n'aime pas trop l'eau. Donc, typiquement, ici, on met un trombone. Alors, il faut le déposer délicatement parce que ce film-là, il est quand même très fin, d'accord? Pardon? D'accord. Donc c'est quand même très fin et c'est quand même assez fragile aussi, donc il faut aller tout doucement. Ça a été, oui, j'ai vu que vous avez fait, attention, il ne faut pas faire aller l'eau, parce que toute perturbation va évidemment casser ce petit lien-là, donc il faut y aller très très doucement. Oui. Ah, il ne faut pas faire bouger l'eau, si vous êtes à deux, ça risque de ne pas aller. Ouais. Let me check. Alors, il faut que l'eau soit très propre aussi, généralement. On peut s'aider avec un papier très fin, on dépose le trombone sur le papier très fin, le papier va s'imbiber d'eau, va finir par couler, d'accord? Mais sinon, si tu déposes tout doucement, tu n'arriveras pas à mettre ta main dedans, je pense. Essaie de le déposer tout doucement à la surface et tu lâches. Ok. Bon. Il faudrait y arriver pourtant. Enfin, vous l'avez déjà... Oh, il y a ton PC qui se met tout le temps en... Alors, je vais essayer. En fait, je ne vois pas vraiment le niveau de l'eau, et donc je ne sais pas si je le dépose dessus ou à côté. Mais tout à l'heure, ça avait été, hein, oui? Je l'ai vu. Peut-être que si on a bien lavé ses mains, il faudra peut-être changer l'eau, en fait. Bon. Alors, l'expérience ne marche pas toujours. Bon, c'est comme ça. Oui, mais non. Parce qu'elle est chaude, celle-là, ça ne va pas aller. Donc, ce qui se passe, c'est que normalement, quand on a effectivement de l'eau bien pure, ces liaisons hydrogènes-là sont nombreuses et donc vont faire en sorte que l'eau va avoir tendance à rester, à coller à elle-même. Mais dès qu'on vient perturber un peu ces liaisons-là, donc typiquement avec du savon, d'accord, on vient casser ces liaisons-là et donc on n'a plus ce phénomène-là. Et c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs se laver les mains avec du savon, entre autres, mais c'est pour pouvoir effectivement maximiser la surface entre les saletés que vous voulez extraire de votre peau et l'eau qui va nettoyer. Il y a ça, plus le fait que les savons sont des molécules qui permettent aussi de solubiliser des substances qui n'aiment pas l'eau, des substances apolaires. Mais c'est un autre phénomène encore. Ça marche ou pas? Bon. Allez, ça ne veut pas marcher, c'est pas grave, on ne va pas rester tout le temps là-dessus puisqu'on en a d'autres à voir. Et donc, mais typiquement, ce qu'on avait prévu de faire, c'est de mettre une goutte de savon et hop, évidemment, les trombones ne passent plus. Mais il suffit que sur nos mains, si on avait un peu de savon qui restait parce qu'on ne sait pas bien rincer les mains ou que sais-je, eh bien, en fait, on a déjà mis du savon dans l'eau, ça ne va pas marcher. Donc, on reverra tout à l'heure à la fin, si on veut, on pourra essayer. Je vous remercie beaucoup. Tu t'appelles? Côme et Élise. Merci Com et Élise d'avoir prêté main forte. Vous pouvez redéposer votre tablier et on va continuer. Alors, on va continuer avec quoi? Donc on a fait le trombone. Qu'est-ce que l'on fait maintenant, Jérôme? Ah, l'eau dans tous ses états. Ben oui, parce que l'eau c'est liquide, bien sûr, mais pas que, puisque l'eau c'est aussi un solide, ok?
Donc quand on veut rafraîchir sa boisson en été, on va mettre un glaçon dans l'eau et on sait que la glace est plus froide que l'eau liquide. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait les molécules d'eau là, qui sont déjà en interaction dans le liquide vont encore plus se figer, elles vont se mettre dans des positions bien particulières, d'accord? Vous avez ici une image de la structure de l'eau qui va se mettre en hexagone, typiquement, hein, une structure hexagonale. Donc on a des espèces d'hexagones, des conduits hexagonaux entre les molécules d'eau, d'accord? Et pour ce faire, la glace, elle a tendance à prendre... alors oui, d'abord, il existe plusieurs types de glace, ça vous ne le savez peut-être pas, mais c'est ce qui forme les différents types de flocons. Okay, on n'a pas la même neige ici en Belgique que ce qu'on a sur une montagne, et tout ça est dû à des différences de pression et d'hygrométrie. Donc ce qu'on appelle pour les chimistes qui sont ici, la pression la pression de vapeur saturante à différentes conditions. Okay, donc ça c'est pour les chimistes. Pour les autres, ça dépend de l'humidité. D'accord? Donc en fonction de l'humidité, de la pression et de la température, bien sûr, on ne va pas former les mêmes cristaux de glace. Et donc vous avez ici quelques exemples de cristaux de neige observés sous un microscope et un petit schéma qui vous montre les conditions dans lesquelles ces différents cristaux vont se former. Donc on peut avoir de la glace qui va faire juste des aiguilles. On peut avoir de la neige qui va faire les belles étoiles de neige que l'on voit typiquement sur les fenêtres au moment de Noël. D'accord? Et bien tout ça, c'est simplement parce que les molécules d'eau ne vont pas se ranger de la même façon dans la glace. Okay? Mais bon, ça c'est pour vous expliquer qu'il y avait plusieurs types de glace. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand la glace se forme? Les molécules d'eau, elles ont tendance à s'arranger en petites entités, comme vous le voyez là-bas, hexagonales. Et pour ce faire, elles ont besoin d'un peu plus de place que ce qu'elles ont dans l'eau liquide. D'accord? Donc, la glace, elle aura tendance à prendre un peu plus d'espace que l'eau liquide. Alors, je ne sais pas si... non, on n'est pas encore là, c'était avant, alors. Hop là. Hop, oui, peu importe. Donc, vous l'avez là au-dessus, hein, la structure. Donc, elle prend un peu plus de place. Alors, à votre avis, est-ce que si je prends si Jérôme prend, ou si on prend un petit morceau de glace, qu'est-ce qu'il va faire si je le mets sur l'eau? Il va fondre, ça c'est vrai, parce que on est haut. Est-ce que quelqu'un peut venir? Un autre petit loup? Oui? OK. Vous allez venir, de toute façon. Oui. Tu viendras après. Venez à deux. Viens. On a de quoi faire. Vous allez venir. Je vous promets, vous allez venir. Ça flotte. Ben oui. C'est quoi ton prénom? Samy. Samy me dit, ça flotte. Ben oui, la glace, ça flotte dans un verre. Hein. Donc on va juste le revérifier que la glace qu'on a ici, elle flotte bien, qu'on n'a pas triché, on n'a pas pris une autre glace que la glace de l'eau. Ok, ça serait quand même, ça serait tricher, on ne peut pas tricher. Donc on va vous montrer que la glace, ça flotte bien. Alors, et si on prend un grand glaçon, parce qu'on a des petits glaçons dans les verres, et puis ici, vous voyez qu'on a des gros glaçons. Si on a des gros glaçons, qu'est-ce qui va se passer? Le gros glaçon, il va toujours flotter ou il va tomber? Samy, qu'en penses-tu? Tu sais pas? Je te laisse réfléchir un peu, d'accord? Élise, tu sais, toi, ça va flotter aussi, tu crois? Eh, c'est pas faux, ça. Les icebergs, ça coule pas. Et les icebergs, c'est beaucoup plus gros qu'un petit glaçon dans un verre. Donc, effectivement. Alors, on va juste le vérifier. Donc, vous voyez, on a pris des petits glaçons, des gros glaçons. C'est froid, mais bon. Et on va les mettre dans de l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Ils flottent. Et tu avais raison, Élise, les icebergs, ça flotte. Et donc, effectivement, l'eau solide, elle va flotter simplement parce que, en fait, elle prend plus de place que l'eau liquide. Donc, elle a une densité qui est plus faible que l'eau liquide. Et ça, c'est assez particulier, hein, parce que il y a plein d'autres... En fait, la majorité des autres molécules sur Terre ne font pas ça. Okay? Et donc, vous le voyez ici au-dessus, c'est une particularité de l'eau, et c'est ce qui fait que... la mare de madame ne gèle pas, enfin elle gèle en surface éventuellement s'il gèle très fort, mais l'eau en dessous, ça ne gèle pas. Et donc la vie peut continuer à vivre pendant l'hiver sans qu'on ait des fish sticks à la fin de l'hiver au printemps. Okay, donc c'est ce qui permet aux poissons de rester vivants, bien sûr, sinon tout gèlerait. Alors, autre particularité de l'eau, c'est que, en fait, si vous regardez un petit peu, alors là ça devient un peu technique, mais si on regarde le graphique là, on voit la pression en fonction de la température, d'accord ? On sait bien qu'à la pression normale, elles font à quelle température l'eau, vous savez ça? La température de la glace, c'est combien?
0 au moins 1, oui, 0 degré, hein, c'est froid. Et alors, elle devient vapeur à 100 degrés, d'accord? Bon, mais ça, c'est à notre pression normale. Si jamais on vient pousser sur l'eau, en fait, ce qui se passe, c'est que si on augmente la pression, on doit se déplacer là, vers le haut. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez que la ligne là, entre glace et eau, elle est penchée par là. Oui, elle est penchée par là. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on va augmenter la pression, oui, si on a 0 degré et si on augmente la pression, qu'est-ce qui se passe? Ben, normalement, la glace, elle doit fondre, elle doit devenir de l'eau. Ça va? Alors, on va essayer de faire ça. On va essayer de pousser sur l'eau. Alors, au lieu de pousser sur l'eau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer sur l'eau. C'est la même chose. Alors, allez-y. On va déposer 2 poids qui font à peu près 500 grammes chacun. Donc, on a 1 kilo de part et d'autre de notre glaçon d'eau ici, qui sont attachés par un fil de cuir. On va simplement laisser les poids faire leur travail, et donc les poids vont simplement pousser un peu sur la glace, d'accord? Donc on va mettre, vous pouvez rentrer, n'hésitez pas. On va mettre un peu de poids, et donc si vous regardez, donnez-moi vos prénoms. Erwan et Zeynep. Erwan et Zeynep, qu'est-ce que vous pouvez voir sur le côté du glaçon déjà? C'est pas encore visible par tout le monde, mais eux vont le voir. Qu'est-ce qu'on voit? Que le fil rentre dans la glace, ok? Donc là, pour l'instant, on voit que le fil rentre dans la glace. On va le laisser aller un petit peu, on y reviendra dans quelques minutes. Ça va? Ok? Merci, Erwan et Zeina. Zeynep, pardon? Zeynep, Zeina, je ne sais plus. Zeynep, Zeynep. Ok. Pour votre intervention. Bravo à eux. Comme je l'ai dit, on va le laisser aller un petit peu, mais on va regarder un peu ce qui se passe. Parce que bien sûr, il y a de la glace, il y a de l'eau, jusque-là, tout va bien, mais il y a aussi l'autre état dans lequel on a l'eau, c'est la vapeur. Oui. Et donc, si on passe maintenant sur la partie vapeur, ben on sait bien qu'a priori, à la pression atmosphérique, alors ici, ça prend un peu de temps, j'espère que ça ira. Je chauffe à Mac, mais voilà. Donc, normalement, l'eau, elle bout à... Je l'ai entendu, oui, 100 degrés. 100 degrés, tu es d'accord avec ça? Oui. Donc, pour faire cuire les pâtes, il faut chauffer l'eau à peu près 100 degrés. OK? Alors, on peut se demander, ben, tiens, est-ce qu'on pourrait faire bouillir l'eau à plus basse température? Est-ce qu'on arriverait à faire bouillir l'eau à la température de la pièce? Non. Non, tu crois que ça ne soit pas possible, toi, hein? Non. Oui? Qui est d'accord avec Erwan? Qui est d'accord? Est-ce qu'on peut faire bouillir l'eau à moins de 100 degrés, à votre avis? Donc ici, la pièce, on est autour de 25 degrés. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a mis un œuf dans de l'eau chaude qu'on va essayer de faire bouillir le reste de la conférence, et on a mis un œuf dans de l'eau froide, d'accord, mais dans une cloche ici, dans une cloche qui est en fait hermétique, donc ça veut dire qu'on va empêcher l'air de rentrer dans la cloche, et elle est sur une pompe. Alors la pompe, elle va juste faire diminuer la pression, okay? On va tirer sous vide, comme on dit, on va enlever de l'air qui est dans la cloche. Alors, ça fume un peu, ce n'est pas grave, mais... Oui, tu peux mettre ça. C'est une pompe à huile et c'est l'huile qui fume un peu. Bon, voilà, c'est pas grave. C'est pas notre pompe. On a oublié la nôtre au sortillement, mais c'est pas grave. On va faire avec les moyens du bord. Ça fume un peu, mais je vous assure, c'est pas trop grave. On a un grand espace ici. Tant qu'on n'arrive pas à déclencher les détecteurs anti-incendie, on devrait plus ou moins être safe. Donc ce qu'on voit déjà ici, c'est que malheureusement, en fait, si on réduit la pression, on arrive à faire bouillir l'eau. Tu vois déjà ici le gaz? Et donc, on va la laisser un petit peu. Donc normalement, il faudrait que celle-ci soit bien chaude pour qu'on puisse faire cuire un œuf, d'accord? Et la question qu'on pourrait se poser, c'est si jamais on fait bouillir un œuf pendant 5 minutes, alors j'espère qu'on va pouvoir le laisser aller 5 minutes avec l'huile qui fume un peu, mais bon, ça devrait normalement se calmer dès qu'on a enlevé l'atmosphère dans la cloche. OK? Donc on va le laisser bouillir un petit peu. Pardon? Ah, maintenant ça va bien. Mais ça va aller, oui, on va avoir vraiment une bonne ébullition, voilà. Et donc là, ça veut dire qu'on a effectivement réussi à faire bouillir de l'eau à 25 degrés. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que l'œuf qu'on va laisser bouillir 5 minutes dans l'eau à 25 degrés, est-ce qu'il va être cuit? Réponse tout à l'heure. Oui? Oui? Tu crois qu'il va être cuit? Bah oui, puisque l'eau bout, donc... OK. On va voir ça tantôt, d'accord? On va le laisser aller. Avec un peu de chance, notre deuxième œuf là, va pouvoir... on peut peut-être réduire un petit peu la quantité d'eau. Ouvre un petit peu le... Ah oui. Histoire qu'on ait moins à chauffer. Voilà.
Ok, donc on est passé sur la phase vapeur. Alors la phase vapeur, là, pourquoi est-ce que l'eau bouille ici quand il y a moins de pression? Quand on enlève des molécules d'air, en fait, les molécules d'air poussent sur nous tout le temps. Donc quand on enlève les molécules d'air qui poussent sur nous, d'accord, un peu comme des ballons dans les piscines chez Ikea, par exemple, oui, eh bien, à un moment, quand on enlève ça, il n'y a plus rien qui nous gêne. Et donc, en fait, les molécules d'eau qui sont dans l'eau liquide, elles ont beaucoup plus facile à passer dans la phase vapeur. Et la phase vapeur, c'est quand les molécules, elles interagissent plus avec les autres. Elles vivent leur vie toutes seules, quoi. Ok, c'est pas toujours sympa, mais c'est comme ça. Elles s'en vont et elles partent sans nous autres. Il y a beaucoup moins d'interactions et donc on passe en phase vapeur. C'est plus facile quand on va tirer sous vide, quand on va enlever la pression. Ah, on a de nouveaux volontaires? Ok. Alors je ne sais plus où on en est, moi. Donc on a fait l'œuf, c'est bien. Là, ok, on pourra peut-être regarder tout doucement ce qui se passe là-bas au niveau de notre glace avec le fil de cuivre qui descend. Ah oui, le point triple. Alors vous n'avez peut-être pas fait attention, mais sur ce diagramme-là, donc on a des droites et des courbes qui nous montrent à quelle pression et température on passe de l'eau solide, donc de la glace à l'eau liquide, l'eau, ou de l'eau à la vapeur, d'accord? Mais il y a un moment où toutes ces lignes se rejoignent là-bas. Vous voyez, c'est le cercle bleu là-bas. C'est ce qu'on appelle le point triple. Alors le point triple, c'est un truc un peu bizarre, ok? C'est un moment, si on a la bonne pression et la bonne température, où on peut faire bouillir de l'eau en la faisant geler. Ok? Je mets. Ok, tu peux y aller, voilà. Et donc on n'a pas fait l'expérience, ça demande une deuxième cloche à vide, etc. Mais si on met un peu d'eau avec de la glace à une bonne pression qui est en fait 0,06 atmosphères, donc il faut descendre bien bas en pression. C'est à peu près la pression qui existe sur Mars en fait, donc sur Mars ce serait beaucoup plus facile d'atteindre le point triple. Eh bien vous pouvez voir qu'ici vous avez de l'eau liquide, enfin on voit parce que la vidéo est finie, mais vous avez pu voir l'eau bouillir et à la fois former des cristaux de glace, donc en fait c'est le point triple. Il suffit de descendre à 0,06 atmosphères, l'eau bout et en même temps elle gèle. Okay. C'est un peu particulier, mais ça existe, c'est ce qu'on appelle le point triple. Et comme je l'ai dit, sur Mars, en fait, la pression atmosphérique sur Mars, elle est à peu près de 0,06 atmosphères. Donc c'est la bonne pression pour avoir le point triple. Donc il suffit de jouer sur la température sur Mars pour arriver à faire bouillir et geler l'eau en même temps. C'est quand même génial la chimie. Et puis l'eau, il en existe plusieurs en fait de l'eau. L'eau, elle peut être lourde. Alors là, on va demander à nos jeunes assistants de nous aider. On a deux éprouvettes identiques. Hop là. Alors on les a mis là-dedans pour savoir laquelle est laquelle, mais on verra qu'on sait le déterminer facilement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être faire un petit berlin ou quoi pour... on le déposera juste dessus, il ne faut pas que ça roule, quoi. Sinon, mais ça, si on peut... Ah oui, comme ça va aller. Oui, c'est bien. OK. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en peser... On a deux éprouvettes qui ont exactement le même poids. Dans l'une, on a mis 5 ml d'eau. 5 ml d'eau dans les deux, ok? Donc vous voyez bien, vous savez compter jusqu'à 5. Regardez un peu, c'est quoi le chiffre qui est en face du niveau là? 5, et toi? 5. Et vos prénoms, c'est? Pardon? Colin. Gabriel. Colin et Gabriel. Donc il confirme, on a mis 5 ml d'eau de chaque côté. Alors, on va en peser une. 30,73. Donc la masse du tube à essai, du bouchon et de l'eau dedans fait 30,73 g. Oui. Et toi maintenant? On a 31,27 g. Bon, 31,2 et 30. Comment? 31,2 et l'autre c'était 30,7. Oui, 3,7. Donc on a une différence entre les deux, on a une différence de 0,5 g. OK? Donc on sait le mesurer avec une balance comme on a chez soi pour faire un peu de pâtisserie ou pour peser les épices. Okay, c'est une petite balance ici, mais c'est exactement ça. Donc pour 5 ml d'eau ou une autre 5 ml d'eau, on en a une qui pèse 0,5 g de plus. OK? Donc ça veut dire que l'eau peut être lourde en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand on a de l'eau lourde? Eh bien, c'est que l'hydrogène, on peut l'avoir sous plusieurs formes. L'hydrogène, c'est qu'on peut avoir de l'hydrogène qui n'a pas un proton dans son noyau, mais qui a un proton et un neutron. C'est ce qu'on appelle du deutérium. On peut même avoir de l'hydrogène qui a deux neutrons avec un proton. C'est ce qu'on appelle du tritium. Okay? Et ces atomes-là, ils sont produits, typiquement, on en produit autour des centrales nucléaires.
Okay, dans les circuits de refroidissement des centrales nucléaires, on va former du deutérium et du tritium, et donc on va former de l'eau lourde s'il y a un peu d'eau dedans, puisque on va pouvoir mettre du deutérium dans l'eau, et dans ce cas-là, eh bien, en fait, on va doubler la masse des hydrogènes qui sont dans la molécule d'eau. Mais souvenez-vous, hein, l'eau c'est H2O, donc quand on double la masse de l'hydrogène, en fait, on ajoute 2 unités de masse dans chaque molécule d'eau. Donc c'est effectivement beaucoup plus lourd et on peut le mesurer. Alors venez près de moi, je vais vous montrer un autre truc qui est important, parce que entre l'eau et l'eau lourde, il y a aussi une différence qui est celle-ci. Je vais vous donner un poids. Okay, vous le tenez à peu près à la même hauteur. Ça va bien à la verticale. OK. Et on lâche. OK. Et donc, on voit qu'ici, on a de l'eau, et donc ça vibre à peu près à la même fréquence. Okay, donc, on a un mouvement qui est à peu près à la même fréquence. Si maintenant, on prend de l'eau et de l'eau lourde, donc je vais simplement doubler la masse d'un de mes atomes d'hydrogène ici. Donc, c'est Colin et Gabriel. Gabriel a de l'eau lourde et Colin a de l'eau... pardon ? Pas trop bas, oui. Donc, levez les bras. Hop, non. Lève ton bras, pas le poids tout de suite. À peu près à la même hauteur. OK, on lâche. Hop. Voilà. OK, on va le faire un peu plus. Voilà. Attention. 1, 2, 3. Top. Voilà. OK. Eh bien, ce que vous voyez ici, c'est que l'eau lourde, elle vibre beaucoup plus lentement que l'eau normale. Okay, les liaisons OH, elles vont vibrer beaucoup moins vite. Et donc, en fait, ça a une forte importance parce que l'eau lourde va être plus transparente que l'eau normale. Par exemple, l'eau normale, on y reviendra tout à l'heure, l'eau normale, elle a une certaine couleur, d'accord, qui est en fait simplement... Mais merci les garçons, hein, c'était super, en tout cas, vous avez bien fait le job. Bravo. Bravo à eux de nouveau. Okay, donc c'est simplement ici parce qu'on a augmenté la masse des atomes d'hydrogène d'un côté, on change les fréquences de vibration, on va changer les couleurs. Alors j'ai besoin d'autres volontaires. Samy, t'es pas encore venu et toi non plus. Et qui n'est pas encore venu? Allez, on va faire un devant, un derrière. Donc 1, et puis on aura encore. Oui. Oui. Donc venez. Tu viendras la fois suivante, tu viens. Tu te prépares? OK. Oui. C'est une bonne question. Donc l'eau lourde, en fait, n'a pas les mêmes points de fusion et points d'ébullition, parce qu'on change un petit peu les interactions, donc il y a quelques degrés de différence, en fait, oui. Oui, les densités ne sont pas les mêmes, et donc et les interactions non plus, mais oui. C'est quelques degrés, hein. C'est pas beaucoup, mais on peut le mesurer, oui, bien sûr. OK, est-ce que ça bout ici? Ça bout toujours pas, ce truc-là. Bon. Ah, la plaque était en sécurité. Bon, ben voilà, alors on n'arrivera pas... Mais celui-là bout déjà depuis un petit temps, là. Il a même arrêté de bouillir maintenant, mais bon. Oui, OK. Donc, on sait tous que l'eau, c'est dangereux avec l'électricité, d'accord? Or, depuis le début, on fait buller l'électrolyse. Enfin, on l'a arrêté pour l'instant. Non, il va toujours. Donc, on fait buller toujours. Donc, on fait passer du courant là dans l'électrolyseur. Donc, est-ce que finalement, l'eau, est-ce que c'est un bon conducteur d'électricité? Alors, à votre avis, qui dit que l'eau est un bon conducteur d'électricité? L'eau pure. OK. Donc, qui dit que l'eau n'est pas un bon conducteur d'électricité, alors? On a quand même un auditoire d'un déci. OK. Oui. On va éviter l'exemple. Mais en science, on aime bien vérifier les choses. Donc on va vérifier est-ce que l'eau est finalement conducteur. Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va vous montrer qu'ici, on a mis une pile, OK, 4,5 volts, très facile, vous pouvez la trouver, un petit ventilateur. Si on touche les deux électrodes, OK, on a bien un ventilo qui répond au passage du courant. OK, donc entre deux conducteurs, ça va très bien. Maintenant, on a mis de l'eau désionisée dans le pot. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les électrodes dans l'eau. Et on va voir si l'eau conduit bien l'électricité. Alors, il ne faut pas évidemment que les électrodes se touchent dans l'eau, parce que sinon, c'est les électrodes qui se touchent et ça revient exactement au même moment. Et donc, on voit que là, en fait, l'eau n'arrive pas à bien conduire l'électricité. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des charges dans l'eau, mais les charges dans l'eau restent sur les molécules d'eau. Elles ne passent pas d'une molécule d'eau à l'autre. Et donc, le courant électrique, ça ne passe pas beaucoup dans l'eau. Hein.
Il y a moyen d'y arriver si on met les électrodes très 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 proches l'une de l'autre. Mais c'est très très compliqué de faire ça. Et donc, il n'y avait pas le sel à côté? Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut y dissoudre du sel, du chlorure de sodium, du NaCl, donc le sel de cuisine qu'on met dans l'eau des pâtes, okay, pour qu'elles soient un peu meilleures. Et ce qui se passe quand on met du sel de cuisine dans l'eau, c'est que l'eau, comme elle a des charges dans les molécules d'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire sur le chlore qui est un peu moins, qui a des charges négatives, elle tire sur le sodium qui a des charges positives, et en fait, elle va séparer le Na+ du Cl-. Okay, c'est ce qui se passe quand on dissout du sel dans de l'eau. Donc vous l'avez là-bas sur le tableau. Quand on met un sel dans de l'eau, eh bien, on a les charges, enfin les ions sodium et chlorure qui se séparent et qui vont se promener dans la solution. Mais eux, ça c'est des petites boules moins et des petites boules plus, donc des charges qui peuvent se déplacer dans l'eau, d'accord, assez facilement. Et donc maintenant qu'on a mis des charges dans l'eau qui peuvent se déplacer plus librement, en tout cas que les charges qui sont chacune sur les molécules d'eau, que va-t-il se passer? Ne touchez pas les électrodes. Ça doit venir. Ça doit être... sinon, on mettra un petit peu de... On a une deuxième dose. Voilà. Donc l'idée est de mettre suffisamment de charge, évidemment, à l'intérieur, donc suffisamment de boules jaunes Na+, et chlore Cl-, que pour que... Ben enfin, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y en a... On n'est pas dans l'eau? On n'a pas débranché les électrodes? Non, on n'a pas débranché ça. Ah, non, il y avait un problème de contact quelque part. OK. Bon, ce qu'on voit, c'est que maintenant, effectivement, quand on a mis du sel dans l'eau, ça aurait dû fonctionner avec une dose, mais c'est pas grave, un petit problème de contact probablement, ben, on voit que le ventilateur se remet en marche. Alors, vos prénoms, c'est quoi? Marion, Margot et Samy, bah oui. Donc, merci à Margot et Samy de nous avoir aidés à faire tourner le ventilo. Comment? Oui, donc on voit la petite vidéo. En fait, quand on a deux électrodes comme ça dans une solution de NaCl, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est effectivement les Na+ et les Cl- qui viennent en fait permettre au courant de circuler dans la solution et donc qui font que le ventilateur arrive à être connecté aux deux bornes de la pile et donc à tourner. Okay, donc l'eau pure, c'est pas un bon conducteur électrique. Par contre, l'eau salée, ça marche. Alors là, je reviens un peu sur une autre notion. C'est quoi la couleur de l'eau? Elle est de quelle couleur, l'eau? Oui. Elle est transparente, oui. Ou bleue, oui. Elle est transparente ou bleue, oui. Et Élise? Alors, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de monde qui pense ça. Elle est bleue quand il y a le ciel qui est au-dessus et sinon elle n'est pas bleue. Et ce n'est pas tout à fait vrai, ça. Donc, effectivement, on pense beaucoup que l'eau est bleue parce qu'elle va refléter la couleur bleue du ciel. Et en fait, c'est une complètement autre raison. Ce qui se passe, c'est que l'eau... Alors là, vous voyez, pour les grands qui ont plus facile à comprendre ça, il y a un diagramme qui est le spectre de la lumière qui est émise par le soleil. Et donc celui qui est bien coloré là, c'est celui qui arrive au niveau de la mer. Donc celui qui nous arrive à nous, humains, quand on se promène sur la plage. D'accord ? Et donc on voit que la majorité, donc la plus grande intensité de la lumière visible, la lumière que nous envoie le soleil, c'est la visible. Et donc on a du bleu, du vert, du jaune et du rouge. D'accord ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que l'eau, en fait, elle va plutôt tendance... Parce que je vous l'ai dit tantôt, l'eau, elle est un peu bizarre. Hein. L'eau, là-bas, elle absorbe. Ici, elle vibre à une certaine fréquence. Et on l'a vu par rapport à de l'eau lourde ou par rapport à d'autres composés chimiques qui ressemblent plus à de l'eau lourde de point de vue des vibrations. Eh bien, on voit qu'elle vibre beaucoup plus vite. Et donc, en fait, l'eau, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va absorber beaucoup plus les rouges que les autres substances. Donc, la lumière rouge va être plus absorbée. Et donc, si la lumière rouge est plus absorbée et qu'on ne la voit pas, eh bien, l'eau va devenir bleue. Alors pourquoi est-ce qu'elle est transparente dans un verre d'eau ou dans tout ce qu'on a manipulé ici? Parce que en fait, l'absorption des longueurs d'onde rouges par
par l'eau, c'est très faible. Donc en fait, il faut une colonne d'eau assez importante. Et donc, un petit ruisseau, on a l'impression que l'eau est tout à fait transparente, d'accord, même s'il absorbe la lumière rouge. Okay. Par contre, quand on va à la mer ou dans un lac qui est suffisamment profond, on verra la belle couleur bleue de l'eau que l'on connaît. Et donc, c'est une question de profondeur, en fait, et d'absorption de la lumière rouge. Oui, ça, on s'entend mieux. OK? Oui, ça va. Alors, attends, je vais libérer. Donc maintenant, notre œuf est allé dans de l'eau bouillante pendant le temps de la conférence. On remet de la pression pour pouvoir facilement enlever la cloche. Je peux prendre ça avec mes mains, vous pensez, ou pas? Oui, hein. On est resté à la même température. C'est même un peu plus froid, d'ailleurs. Ça, c'est normal, c'est aussi de la physique, là. Alors, on a notre œuf qui a bouilli pendant 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe quand on a fait bouillir un œuf pendant... Pardon? 15 minutes, oui, pardon. Oui. Pendant 15 minutes. Qu'est-ce qui se passe quand on a fait bouillir un œuf pendant 15 minutes? On a un œuf cuit, oui. Cuit dur, oui. Alors, je vais te le laisser prendre. Il ne faut pas avoir peur, il n'est pas chaud. Et alors, tu peux le casser sur ma tête, mais il vaut peut-être mieux pas quand même, hein, non? Non. On va le casser là-dessus. Tu sais casser l'œuf pour voir s'il est cuit? Vas-y. Ouais, encore? Encore, on va... Ah, ben voilà. Eh ben super, ça va, tu peux laisser là la coquille, c'est pas grave. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il est cuit, l'œuf? Ben, tu en mangerais, toi? Non, hein, non, on ne mangerait pas cet œuf-là, non, il n'est pas cuit. En fait, il n'est pas cuit. On n'a pas atteint une température qui est suffisante que pour que les molécules d'albumine de l'œuf, en l'occurrence, donc des protéines de l'œuf, puissent réagir les unes avec les autres et former le blanc d'œuf et le jaune d'œuf cuit qu'on a vu. Alors, par contre, rappelle-moi ton prénom, c'est comment? Flore. Flore. Alors, Flore, qu'est-ce que ça va, tu t'es fait mal? Non. C'était mouillé un peu. Ah oui, on va t'essuyer, on va prendre une lingette et on va t'essuyer. C'est pas trop grave, non. Est-ce que tu peux m'expliquer maintenant ce que tu vois ici dans le glaçon? Qu'est-ce qui se passe dans le glaçon? Où est-ce qu'il est, le fil? Il est où? Dis-moi. Dans le glaçon. Oui, il est dans le glaçon, le fil. Essaie de l'enlever. On n'y arrive pas, ok? Au fouet, non, pas comme ça. Ouais, ben enfin, vous voyez bien? Le fil est dans le glaçon, ok? Oui, tu peux, regarde, hop. On va faire un petit panier. Attention aux petits yeux, mais voilà. Non, prends-le dans tes mains. Voilà, lâche-le, Jérôme. En fait, le fil, il est dans le glaçon maintenant. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a mis juste le fil avec 2 poids. Donc, en fait, le fil tirait sur la glace, donc appliquait une certaine pression sur la glace. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la glace... Oui. Exact. Donc, on a poussé sur la glace a fondu, c'est devenu de l'eau. Donc, le fil, il descend en dessous, forcément. Et puis, l'eau qui est très froide là-bas au-dessus, mais qui revient à une pression atmosphérique, puisqu'on ne pousse plus dessus, c'est juste l'atmosphère qui pousse dessus, d'accord? Eh bien là, elle est à moins de 0 degré ou à 0 degré, hop, elle regèle. Et donc, comme ça, le fil va commencer de proche en proche à couler dans le bloc. Et si on l'avait laissé, évidemment, un peu plus longtemps, merci j'ai oublié ton prénom. Flore, merci Flore, bravo, tu as bien travaillé. Et donc, si on l'avait laissé plus longtemps, eh bien, en fait, on aurait simplement traversé complètement la glace. Et c'est ce qui explique aussi que parfois, on retrouve des objets qui se sont enfouis dans des glaciers, par exemple. Et voilà, on arrive au bout. Hein, on a pris un peu de retard sur certaines choses, mais j'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Oui. Oui. Alors, l'eau qu'on a dans notre robinet est plus conductrice que l'eau désionisée qu'on a utilisée pour faire l'expérience ici. Donc il y a quand même des ions, donc elle est un peu plus conductrice. Le problème du bain qu'on prend pendant les orages, c'était une question temporelle, j'aurais envie de dire cela, parce que maintenant avec les disjoncteurs qu'on a, forcément les disjoncteurs vont sauter. Ce qui se passait, c'était que les conduits étaient en plomb, en cuivre, enfin en métal, et donc si un éclair tombait sur les conduites d'eau, plus que par l'eau elle-même, c'était les conduites qui allaient amener l'électricité, en fait. Hein, puisque forcément, comme on ne peut pas avoir pas de connexion entre 2 tuyaux d'eau, il fallait forcément avoir des connexions. Maintenant qu'on est passé avec des connexions plutôt
en polymère, les risques d'électrocution sont bien moindres, et puis il y a les disjoncteurs qui sauteront bien avant. Mais clairement, c'était une des raisons pour lesquelles on disait de ne pas prendre de bain quand il y avait des orages. Ouais. Oui. Tout comme on dit de ne pas aller au bord d'un lac, parce que ça c'est une réalité, parce que les plans d'eau sont chargés en sel, d'accord, donc plus conducteurs. Et évidemment, un orage, c'est beaucoup plus que les 5 volts qu'on a appliqués ici pour faire l'hydrolyse. Et donc là, on force le courant, et donc ça, c'est très dangereux. On a tous en tête, peut-être pour les plus grands en tout cas, les images des joueurs de foot qui tombent quand un éclair a frappé et qu'il pleuvait. Et en fait, les joueurs sont électrocutés par le sol. Hein. Si vous n'avez jamais vu ça, vous pouvez trouver les vidéos sur Internet. Alors parfois, ils se relèvent et parfois, ça marche un peu moins bien. Mais oui, c'est une réalité. Donc l'eau que l'on connaît dans les milieux où elle est chargée en ions est conductrice d'électricité. Donc c'est là que c'est dangereux. Mais l'eau pure ne l'est pas. Mais dans le bain, en général, elle n'est pas pure parce qu'on ne pourrait pas se baigner trop dans de l'eau désionisée. Ce n'est pas conseillé parce que ça fait péter les cellules. Voilà. Oui, alors l'adoucisseur, c'est une autre chose. C'est-à-dire qu'il y a autant d'ions avant qu'après. C'est juste qu'on a changé la nature des ions pour éviter d'avoir du calcaire qui se forme. Donc en fait, on piège le calcium, généralement en tout cas. On piège le calcium et on le remplace par du sodium. Donc généralement, on vous dit de ne pas boire trop l'eau qui passe par un adoucisseur parce qu'elle est plus riche en sodium. Et donc ça veut dire que vous consommez plus de sel. Donc ça veut dire qu'on a des problèmes d'hypertension éventuellement, etc. Donc elle est toujours potable, hein, mais on a globalement une prise de sel qui est plus importante que sans adoucisseur d'eau. Mais on n'a pas le calcaire. Voilà. Mais c'est un autre... Oui, c'est pas lié directement à la conductivité. OK, bon allez, on finit et puis... Oui. 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 Alors, c'est une autre propriété, mais de manière simplifiée, on pourrait, je parle sous contrôle, quand on met un peu de sel dans de l'eau, le sel en quelque sorte va en fait permettre d'augmenter un peu les interactions entre les molécules. Okay. Donc on casse les interactions entre les molécules d'eau d'une certaine manière, mais donc on n'a plus le ménisque qui va se former. Mais par contre, parce que les eaux vont vouloir tenir les ions entre eux, eh bien en fait on va augmenter la température d'ébullition, parce qu'en fait on va forcer les molécules d'eau à tenir un peu plus à quelque chose d'autre. C'est très simplifié, mais c'est oui, voilà, ça va. C'est parce qu'on change le type d'interaction qu'il y a et donc on va changer un peu les propriétés. Bon. Et c'est très peu en cuisine, oui. Oui. Alors, on revient à la première expérience, oui. Je dois y aller. OK. Donc, on a formé de l'hydrogène et de l'oxygène. Oui, j'attends. Voilà, Jérôme gratte une allumette. Je vais... Pas trop, me dit-il. Voilà. OK. Oh, hop, un petit hop. Bon, c'est pas... Tu veux refaire ? On en a encore assez. Allez, on va faire un. Parce que vous avez été très sympa. On va le refaire une deuxième fois. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on a de l'hydrogène. Oh, il a moins fait. Bon, OK. Il y avait un peu moins, il y avait plus de vapeur dedans celui-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'hydrogène qu'on est arrivé à casser des molécules d'eau et à produire dans l'électrolyseur, eh bien, une fois qu'on a une petite flamme donc, qui donne un petit peu de chaleur pour qu'il puisse se recombiner avec l'oxygène de l'air, eh bien, ça reforme de l'eau. Et le petit ouf que vous avez entendu, on dit que le dihydrogène aboie, eh bien, c'est simplement la combustion de l'eau. Donc, c'est ce qui pourrait éventuellement faire fonctionner des moteurs à partir d'hydrogène et de dioxygène pour générer de l'énergie. Okay. Alors, on en a fini aujourd'hui pour les manips autour de l'eau. J'espère que ça vous a plu. Je vois qu'il y a déjà des questions qui sont suscitées dans l'audience, donc on a gagné notre pari. Et parce qu'on est chimiste, parce qu'on aime bien de sortir sur une note peut-être un peu plus spectaculaire que de l'eau transparente, bien sûr, même si vous serez d'accord avec moi, c'était quand même sympa comme petite expérience. Eh bien, la chimie, c'est quand même pas mal de choses. Et donc, on vient de faire de la combustion de l'hydrogène. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de l'hydrogène combiné avec de l'oxygène, on a formé de l'eau, d'accord? Et donc, en fait, il y a plein de molécules qui, une fois qu'elles réagissent avec de l'oxygène, peuvent former
du dioxyde de carbone, par exemple, d'autres molécules et de l'eau. Et ceci en est un exemple. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi sur un petit ouf de nitrocellulose. Voilà. Merci. Et merci à Jérôme, évidemment. C'est moi qui ai parlé beaucoup, mais Jérôme a fait tout le boulot. Et donc, merci Jérôme pour cette super conférence. Voilà. Maintenant, on est là pour répondre à vos questions s'il y en a. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée au Printemps des Sciences. Est-ce que le fait cuit? L'autre ne sera pas... il commence seulement à bouillir, donc il ne va pas être cuit. Mais on peut... Attends, on peut essayer, puisque est-ce que l'œuf est cuit? Il n'a pas il n'est pas resté longtemps. Il faut enlever l'eau bouillante, par contre. Attends. On va sortir l'œuf et on va le casser à côté de l'autre. Où est-ce qu'il... Voilà. On va voir quel est l'état des deux œufs. Normalement, le blanc devrait avoir commencé à coaguler. Je vais mettre ceci ici. Bon, la nitrocellulose, on ne vous laisse pas jouer avec ça pour des raisons de sécurité. Hein. Mais les autres, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est chaud, on va le casser. Ouais. Voilà. OK. Donc, il est cuit. On a réussi. Voilà. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez tester quelque... on a encore quelques minutes, mais... On a encore quelques minutes, oui. Voilà. Quelques minutes, si vous voulez, vous pouvez venir ici et tester un peu les choses.